Guillaume le Prussien et Rodolphe l'Autrichien. Tous deux sont des princes impériaux. Au moment où l'un accède au pouvoir, l'autre est près de quitter ce monde. Allez ouvrir cette fenêtre. Les deux princes étaient appelés à régner, à exercer le pouvoir en tant que monarques et à faire honneur à leurs prédécesseurs. La raison d'État les obligeait à être amis. Mais ils étaient très différents l'un de l'autre. « 1er mai 1873. L'empereur allemand Guillaume Ier rend visite à l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph. Il est venu accompagné de son fils, le Kronprinz Frédéric, de sa bru Victoria, surnommée Vicky, et de l'aîné de ses petits-enfants, prénommé Guillaume, comme lui. Ce jour-là, François-Joseph inaugure l'exposition universelle de Vienne, qui compte pas moins de 53 000 exposants. Le jeune Guillaume est présenté à Rodolphe, archiduc d'Autriche. L'amitié entre nos maisons. Notre amitié, oui. Ils ont alors tous de 14 ans, mais ils n'ont pas le même rang dynastique. Rodolphe est l'héritier présomptif de l'Empire austro-hongrois. Il est appelé à succéder à son père, tandis que Guillaume est seulement le petit-fils de l'empereur allemand. Ces jeunes garçons se rencontrent. Oui, ma chère. Ils sont curieux de se découvrir. L'un comme l'autre, ils appartiennent à une dynastie importante. Mais la récente guerre austro-prussienne jette une ombre sur cette rencontre. Retour 7 ans plus tôt. La maison prussienne de Hohenzollern et la maison de Habsbourg se disputent l'hégémonie sur l'Allemagne depuis des décennies. Une bataille décisive les oppose à Sadova, en Bohême, le 3 juillet 1866. Ce jour-là, la victoire des armées prussiennes commandées par Guillaume Ier est écrasante. Sadova constitue une étape essentielle vers l'unité de l'Allemagne sous la férule du roi de Prusse et futur empereur allemand. Cette unité se fera sans l'Autriche, qui mettra longtemps à se remettre de sa défaite à la fois militaire et politique. De son côté, la Prusse se hisse au rang des grandes puissances européennes, non sans susciter des craintes chez ses voisins. Le chancelier prussien Bismarck unit les États allemands et les engage dans une guerre contre la France en 1870. Au lendemain de la défaite française, il fait proclamer l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Puis, il va conclure une série d'alliances, dont une majeure en 1879 avec l'Autriche-Hongrie, qui est appelée la Duplice. La Duplice est une alliance défensive. Les deux parties s'obligent à une assistance militaire mutuelle en cas d'agression. Malgré sa défaite à Sadova, l'empereur autrichien souhaite conclure une alliance avec l'Allemagne, afin de contrer l'expansionnisme russe. Pour la consolider, François-Joseph et Guillaume Ier encouragent l'amitié entre Rodolphe et Guillaume, qui se rencontrent à Vienne en 1873. C'était une amitié arrangée en quelque sorte. Elle s'annonçait très mal, puisqu'il y avait d'un côté l'archiduc d'Autriche, traumatisé par la défaite de Sadova, qu'il avait vécu de très près dans sa prime enfance, et de l'autre Guillaume, imbu du sentiment de la victoire prussienne. C'était la collision de deux mondes difficilement conciliables. La rencontre des deux princes fait la une des journaux. Rodolphe propose apparemment le tutoiement à Guillaume. La presse se développe au XIXe siècle grâce au progrès technique. Elle diffuse les informations, sérieuses ou légères, sert de tribune pour les idées politiques et joue un rôle grandissant dans la formation de l'opinion publique. Elle devient un instrument du pouvoir, à une époque où l'idée même de monarchie est remise en question.
Après la Révolution française, même si un coup d'État y met fin, les monarchies doivent se justifier et expliquer à leur peuple pourquoi elles sont là et en quoi elles sont un bien. Dans toute l'Europe, des démocrates et des libéraux contestent l'autorité des souverains et réclament davantage de pouvoir pour le peuple. En France, le régime républicain finit par s'imposer à partir de 1870. En Autriche et en Allemagne, la monarchie parvient à se maintenir au prix de l'adoption d'une constitution. D'une certaine manière, les souverains descendent de leur trône pour s'installer dans un fauteuil de chef d'État. Ils ont grand besoin de s'attacher l'opinion. C'est là que la presse intervient. De nouveaux médias apparaissent au XIXe siècle. Ils permettent de toucher pour la première fois des dizaines et des centaines de milliers de personnes, voire des millions. C'est d'abord la presse, les revues et les journaux, puis à la fin du siècle, la photographie et même le cinéma. La presse met en scène l'amitié des deux jeunes princes. Guillaume et Rodolphe échangent leurs uniformes. C'est tout un symbole. Rodolphe n'a toujours pas digéré la défaite autrichienne à Sadova. Mais il a un rôle de représentation à tenir. Il est parfaitement taillé. J'ai fière allure. Les épaulettes prussiennes sont trop raides. Et le tissu me gratte. Un prince héritier envoie deux signaux importants à la société. Le premier, c'est que l'avenir de la monarchie est assuré. Et le second, qu'elle va se renouveler avec le changement de génération. Si ces deux signaux ne sont pas envoyés, la société perd foi dans l'avenir et la monarchie peut être menacée. Comme ceci. Une lourde responsabilité repose sur les épaules de ces jeunes gens. Ils doivent mettre de côté leurs sentiments personnels pour remplir leurs devoirs. Guillaume passe une partie de son enfance dans le nouveau palais de Potsdam, près de Berlin, entouré de tout le faste de la monarchie prussienne. On fonde de grands espoirs sur lui. Mais il est né avec une atrophie du bras gauche, et dès la naissance, il paraît décevoir sa mère, qui le voulait parfait. Vicky commence par refuser l'infirmité de son fils. Elle cherche désespérément à réparer ce bras atrophié. On essaie tous les remèdes possibles et imaginables. Certains sont de véritables tortures. Mais on veut absolument renforcer ce petit bras et améliorer le maintien du jeune Guillaume. Puis à un moment, on finit par reconnaître qu'on ne pourra pas le guérir. Vicky a le sentiment d'avoir échoué dans son devoir de mère. On tente tant bien que mal de dissimuler l'infirmité honteuse de Guillaume. Sur les photos, le bras atrophié est toujours caché par un accessoire ou une mise en scène. L'enfant grandit ainsi, dans la honte de ce membre affaibli. L'infirmité, la tare physique, n'est pas le seul problème, bien sûr. Vicky aimerait que son fils fasse preuve d'une intelligence supérieure, qu'il soit un élève curieux et avide d'apprendre, et qu'il épouse les conceptions politiques de sa mère. Vicky souhaite que Guillaume devienne un prince cultivé, tenant du libéralisme, comme l'est son propre père, Albert. Sa mère, la reine d'Angleterre, Victoria, est une monarque éclairée, qui renforce le modèle de la monarchie parlementaire et étend le droit de vote. Mais là encore, Guillaume la déçoit. Bien qu'il travaille sans relâche, ses résultats scolaires sont jugés médiocres. Vicky ne rejette pas son fils. Au contraire, elle porte une attention disproportionnée à ses moindres faits et gestes. Elle scrute son comportement, sa tenue vestimentaire, ses centres d'intérêt, ses lectures, sa manière d'écrire, ses relations, ses paroles. Guillaume comprend assez vite que sa mère le surveille constamment et qu'elle ne lui laisse rien passer. Guillaume souffre de ne pas combler les attentes de sa mère, aussi démesurée soit-elle. À 16 ans, il tente encore une fois de se rapprocher d'elle, d'une façon pour le moins inhabituelle. Cette tentative prend une forme épistolaire. Il s'adresse à sa mère en anglais, qui est la langue maternelle de Vicky. La psychanalyste Brigitte Bothe
traduit et interprète l'une de ses lettres pour nous. Guillaume fait part à sa mère d'un rêve récurrent. Ah, voilà. Une fois encore, j'ai rêvé de vos chères mains, douces et chaudes. J'attends avec impatience l'heure où je pourrai m'asseoir près de vous et les baiser. Voilà un jeune homme, un adolescent qui se tourne vers sa mère plein de désir, avec le souhait d'instaurer une intimité érotique et exclusive avec elle. Mais bien sûr, vous gardez ce secret. Vous gardez ce secret pour vous-même. Guillaume se tourne vers la figure maternelle qu'il idéalise. On le voit quand il évoque les mains parfaites de Vicky. Lui-même souffre d'une infirmité de naissance. Son bras et sa main gauche vont rester atrophiés toute sa vie. Ces mains parfaites et cette figure idéalisée, ce corps idéalisé, c'est en quelque sorte l'image d'une perfection qu'il ne possède pas, mais qu'il pourrait posséder dans la relation à sa mère, à condition qu'elle le lui permette dans l'intimité. Mais Vicky ne se montre guère compréhensive. Elle écrit à son fils qu'il tient des propos absurdes et qu'il a de drôles de rêves. « Mes mains sont malhabiles », ajoute-t-elle. Sa réponse laisse évidemment Guillaume totalement frustré. On pourrait peut-être parler d'un malentendu tragique. Guillaume cherchait une complicité avec sa mère. Il voulait son approbation, son tendre amour, comme un petit enfant, parce qu'il exprimait certains besoins très puérils. Mais il y a eu un malentendu parce qu'il a choisi de s'exprimer sur un mode désinvolte et érotique auquel sa mère ne pouvait pas souscrire, en tout cas pas sérieusement. De ce fait, ce qui aurait pu être clarifié entre la mère et le fils n'a pas été verbalisé, et ça a continué de produire des effets latents. Guillaume voulait seulement se rapprocher de sa mère. Sa tentative s'est soldée par un échec. On ne l'y reprendra pas. Désormais, il cherchera l'approbation ailleurs. Prinz Wilhelm beginnt eigentlich in der Zeit nach seiner Schule. Après les cours au lycée, Guillaume se met à fréquenter des personnes qui le flattent et le traitent en homme. Il les trouve dans des milieux militaristes, plutôt nationalistes et conservateurs. Et plus il grandit, plus il adhère délibérément à cette pensée et à ce discours qui provoque l'indignation de sa mère. Frustré de l'amour maternel, Guillaume se détourne des conceptions politiques de sa mère. Il va jusqu'à qualifier le Parlement de porcherie et les libéraux de chiens. En revanche, il participe volontiers aux exercices militaires. C'est tout l'inverse de l'archiduc d'Autriche qui, lui, les déteste. Bataillon, marche! 1, 2, 1, 2, 1. Rodolphe est élevé selon une discipline militaire. Dès l'âge de 6 ans, il est soldat et participe à des manœuvres qui peuvent se dérouler en pleine nuit et durer plusieurs heures. On le réveille parfois d'un coup de feu. Tous ces sévices sont ordonnés par son père, qui veut l'endurcir. Cette éducation à la dure a produit l'exact contraire de ce qu'on souhaitait. Rodolphe n'est pas devenu plus fort ni plus courageux, mais au contraire plus maladif, plus désespéré, plus réservé. C'était un enfant nerveux qui était véritablement traumatisé. Quels ont été les effets de cette éducation sur la relation de Rodolphe à son père? Brigitte Bothe examine des dessins du petit archiduc pour tenter de répondre à cette question. Une aquarelle qu'il a peinte à l'âge de 8 ans retient particulièrement son attention. Ce qui me saute aux yeux, c'est que les maisons, l'église et le château fort
sont sombres et massifs. Ils dominent le dessin. Ils sont en hauteur, sur un dôme, ou plutôt sur 2 dômes rocheux. Ce sont des bâtiments très majestueux. Et en tout petit, vraiment minuscule, au centre du dessin, on voit 2 chasseurs qui tirent sur des animaux. J'imagine que ce dessin parle peut-être de la relation du petit Rodolphe avec son père. Le père doit appartenir à ces grands qui dirigent d'en haut et qui voient tout depuis leur château fort. Comment un si petit individu pourrait-il réussir à se positionner ? Comment une individualité pourrait-elle émerger ? Autrement dit, pile là où Rodolphe pourrait se représenter lui-même, il n'y a pas de figure, pas de grandeur. On pourrait aussi bien effacer ce petit être. Rodolphe ne peut se confier à personne à la cour de Vienne. Il est seul avec sa souffrance, comme Guillaume. Sa mère, l'impératrice Sissi, est constamment en voyage. Mais lorsqu'elle apprend les souffrances de son fils, elle intervient auprès de l'empereur pour y mettre un terme. Rodolphe est enfin libéré de l'instruction militaire. Il recevra désormais une éducation bourgeoise. On fait venir les meilleurs professeurs à la cour. Certains ont des idées libérales qui influenceront beaucoup le jeune archiduc. À l'adolescence, Rodolphe était acquis aux idées républicaines et démocratiques. Il a écrit qu'il pourrait concevoir de régner en président. L'éducation qu'il a reçue l'a confronté à un certain dilemme, puisque ses convictions politiques étaient en total désaccord avec les principes qu'il devait défendre en tant qu'héritier de la monarchie. Un prince qui ne souscrit pas à la politique de son père, cela n'a rien d'exceptionnel. Mais Rodolphe cherche à rallier l'empereur à ses idées, ce qui fera son malheur. Mon cher Rodolphe, vous avez sollicité une audience? Oui, Votre Majesté. Grand maître de la cour, je vous présente mon analyse de la question slave. Les craintes des mineurs de Bohême ou encore des paysans d'Herzégovine. Je crois que tout cela pourrait servir nos intérêts. Regardez donc, j'ai ici... une nouvelle dissertation. Notre archiduc a une fois encore fait couler l'encre, comme toujours. J'avais cru que mon opinion vous intéresserait. Bien entendu. Laissez-le moi, je le lirai quand j'en aurai le loisir. Oui, certainement. Votre Majesté, je vous remercie. Qu'aviez-vous encore à me faire signer? Vous nous excuserez. Naturellement. Votre Majesté. L'empereur se méfie beaucoup des opinions et des activités politiques de son fils. Et ses ministres le confortent dans cette attitude. Donc on écarte l'archiduc du pouvoir. On ne le tient même pas au courant des affaires de l'État. Rodolphe est profondément blessé d'être ainsi isolé, mis à l'écart, alors qu'il devra conduire les affaires plus tard. Rodolphe cherche alors l'approbation en dehors de la cour, comme Guillaume. Il publie des articles dans la presse libérale sous des noms d'emprunt, en espérant par ce biais infléchir la politique de son père. Et il se lie d'amitié avec des tenants du libéralisme politique, notamment le journaliste et éditeur Moritz Scheps. Rodolphe et Guillaume grandissent tous deux avec le sentiment qu'on ne les croit pas à la hauteur de leur charge. L'un comme l'autre, ils cherchent une consolation dans les intrigues galantes, même après leur mariage.
Et ils fréquentent parfois ensemble la maison de Madame Wolf, qui reçoit les hommes de la haute société viennoise. Quoi? Trop fort pour vous? Oh, quel joli minois. Je vous présente la charmante Mitzi Caspar. Le prince Guillaume de Prusse, notre voisin et fidèle ami. Votre Altesse? Enchanté, Mitzi. Prenez place. Quel grand honneur vous me faites là, Votre Altesse. Je suis prise, hélas. Pour moi? Peut-être. Suivez-nous, Altesse. Ouh là là. Espérons qu'il aura de quoi payer, le Prussien. Leurs escapades nocturnes à Vienne avaient un coût. Et manifestement, Guillaume était parfois à court d'argent. Mais Rodolphe lui venait généreusement en aide. Ces escapades les ont rapprochés dans leur jeunesse. Ils s'entendaient bien sur ce sujet. En revanche, sur le plan politique, les deux princes suivent des directions opposées. Surtout sur la question du nationalisme, qui traverse tout le XIXe siècle en Europe. L'Empire austro-hongrois est constitué d'une mosaïque de peuples dont les aspirations nationales vont être une épreuve de vérité pour la monarchie. Les Hongrois sont les premiers à réclamer l'autonomie. Conduit par le comte Andrassy, il force François-Joseph à diviser l'Empire, qui au lendemain de la défaite de Sadova, devient la double monarchie d'Autriche-Hongrie. Le compromis austro-hongrois offre un cadre durable qui permet à la monarchie autrichienne d'évoluer vers le régime de la double monarchie et de sortir en apparence renforcée de cette crise. Mais ce compromis décuple également les forces centrifuges à la périphérie et les aspirations des autres peuples de l'empire multinational à jouir davantage d'autonomie, davantage de droits. Dans le sillage des Hongrois, les peuples slaves de l'Empire austro-hongrois réclament plus de droits. L'empereur est contraint d'engager des réformes. Il était du devoir de François-Joseph de maintenir la cohésion de l'empire multiethnique. Il avait été formé à cela, et il a rempli son devoir sur ce point. En revanche, il n'a pas su se projeter et élaborer une vision pour l'avenir. Il a mené une politique qu'on pouvait qualifier de passive, entièrement axée sur la sauvegarde de l'Empire. Et certains se demandaient combien de temps cela pouvait encore durer. Son fils, au contraire, déborde d'idées pour l'avenir. Il considère le nationalisme comme dangereux et espère pouvoir le dépasser. Il écrit à ce sujet: « Tous les pans de la société devront devenir cosmopolites, comme l'est la science. Je considère que les inimitiés entre nations ou entre races sont une grande régression. » Rodolphe était un ennemi déclaré du nationalisme. Mais il trouvait que la communauté de nations, qu'il appelait de ses vœux, se réalisait parfaitement dans cette monarchie multiethnique. Il rêvait des États-Unis d'Europe. Et il était clair pour lui que cela devait se faire sous l'égide de la maison de Habsbourg. Malheureusement, son projet va à l'encontre des aspirations de beaucoup. À commencer par ses sujets germanophones, qui souhaitent l'union de l'Autriche et de l'Allemagne, même si cela doit se faire sous l'autorité de la Prusse. Depuis la fondation de l'Empire allemand en 1871, les Allemands se sentent plus forts que jamais, malgré leurs luttes intestines. 1871 marque un sommet de l'histoire germano-prussienne.
La création de l'Empire allemand exauce un vœu très ancien des populations du Regnum Teutonicum, du royaume des Teutons, autrement dit des États allemands qui aspiraient à l'unité, l'unité dans la liberté. Guillaume se laisse gagner par le climat d'euphorie qui règne en Allemagne. Il se rallie aux nationalistes, imprégnés de christianisme protestant, et rêve du jour où il dirigera l'État-nation allemand. Devenu empereur, il proclamera fièrement: Les grands idéaux sont des biens que les autres peuples ont perdus. Nous, peuple allemand, sommes les seuls à les compter au nombre de nos possessions durables. Nous seuls, désormais, avons encore pour vocation première de sauvegarder ces grandes idées, de les cultiver et de les perpétuer. Mais Guillaume n'est que le petit-fils de l'empereur allemand. L'héritier présomptif du trône est son père. Frédéric partage les idées libérales de son épouse anglaise au grand regret de l'empereur, qui est ultra-conservateur. Guillaume Ier n'aime pas du tout les idées de son fils. Il n'a aucune confiance en lui et va tout faire pour l'isoler et l'écarter du pouvoir. Sur le plan politique, Guillaume Ier est plus proche de son petit-fils et lui fait davantage confiance. Il aura l'occasion de l'éprouver en 1884. Le traité des 3 empereurs qui lie l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie est alors sur le point de se fissurer. Ce traité fait partie du système d'alliance mis en place par le chancelier Bismarck pour isoler la France. Le traité des 3 empereurs, signé en 1881, s'inscrit dans la politique étrangère menée par Bismarck. Il a voulu lier l'Empire allemand à la double monarchie austro-hongroise et à la Russie, pour former un réseau d'alliances dirigé avant tout contre la France. Il cherche à échapper à son cauchemar, qu'on appelle le cauchemar des coalitions, à savoir une guerre qui engagerait l'Allemagne sur 2 fronts. Mais la rivalité entre la Russie et l'Autriche-Hongrie conduit à une crise dans les Balkans. L'empereur allemand envoie alors son petit-fils à Saint-Pétersbourg pour tenter d'apaiser le tsar. En Russie, Guillaume découvre une monarchie absolue, où nulle constitution ni parlement ne limite les pouvoirs du souverain. Il est frappé du respect que les courtisans témoignent à Alexandre III. Guillaume découvre le tsar et sa cour somptueuse, et il est très impressionné. Il trouve cela exemplaire. Il se dit, voilà comment doit être une monarchie. Guillaume écrit à l'empereur allemand pour lui rapporter son entretien avec le tsar. Hier, pour la première fois, le tsar prononça le chiffre 3 en parlant de l'amitié des empereurs. Pour illustrer la nécessité de cette amitié, j'avais convoqué l'image des 3 empires formant un bastion contre les vagues montantes de la démocratie. Cela montre qu'il avait une vision romantique de la monarchie et qu'il tenait beaucoup à cet accord avec l'Autriche-Hongrie. Il pensait asseoir son programme politique sur le principe de solidarité entre les monarchies, en particulier entre les monarchies amies. Guillaume réussit à convaincre le tsar de rester dans l'accord. Ce premier succès diplomatique augure bien de la suite de sa carrière à la cour. En revanche, son père et sa mère sont fâchés qu'on ne les ait pas sollicités dans cette affaire. Votre voyage à Saint-Pétersbourg a fait couler beaucoup d'encre. Je vous félicite, mon fils. Ah, mère, la cour du tsar est remarquable. Si vous aviez vu toute cette splendeur, et comme le tsar sait se faire respecter. Alexandre était... Il m'a témoigné de l'amitié. De l'amitié. Vous croyez cela, de l'amitié? Parce que vous avez pris une fois le café en sa compagnie?
Vous êtes tellement naïf. Votre père aurait certainement... Mon père aurait provoqué un désastre en faisant l'apologie de ce libéralisme dont vous lui encaissez la tête. Tandis que Guillaume progresse vers le pouvoir, Rodolphe, lui, s'avance sur un terrain dangereux. Par exemple, il se prononce contre une alliance avec l'Allemagne et privilégie clairement un rapprochement avec les puissances de l'ouest de l'Europe, en particulier la France. C'est une position très dangereuse, évidemment, et il ne faut surtout pas que cela se sache. La France est alors considérée comme l'ennemi héréditaire de l'Allemagne, et la politique prônée par Rodolphe est à l'opposé des choix opérés par son père. Il ne peut pas défendre ouvertement une telle position sans risque. Il a déjà choisi l'anonymat pour les articles qu'il rédige dans la presse. Mais il se méfie des espions. Pour éviter que sa correspondance ne tombe dans de mauvaises mains, il va donc utiliser un langage codé à l'aide d'une grille de chiffrement. Néanmoins, l'archiduc commet quelques imprudences. En particulier, il se laisse un jour aller à dire du mal de Guillaume en public. Il s'emporte carrément et va jusqu'à affirmer que le prince allemand a une ambition criminelle. Des informateurs s'empressent de rapporter ces paroles à Berlin. Guillaume voulait être aimé et reconnu. Il a donc été profondément blessé quand des espions lui ont révélé ce que Rodolphe pensait réellement de lui. Comment Guillaume pouvait-il réagir à ces propos négatifs de son ami Rodolphe? Guillaume est très émotif. Il est instable et peut s'abandonner à ses émotions. Ce qui collerait parfaitement à sa personnalité, qui présente sans doute des traits narcissiques très prononcés, ce serait d'essayer de dévaloriser cet ami et de lui opposer son mépris. C'est ainsi que les relations entre Guillaume et Rodolphe se détériorent peu à peu. En 1885 et 1886, les tensions s'exacerbent en Europe. La rivalité de l'Autriche-Hongrie et de la Russie débouche sur une nouvelle crise dans les Balkans. Le traité des 3 empereurs vole en éclats. La guerre semble n'être plus qu'une question de temps. L'Allemagne craint également la volonté de revanche de la France, qui lui est hostile depuis la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Elle est alliée à l'Autriche-Hongrie par l'accord secret appelé Duplice, élargi ensuite à l'Italie, et qui est dirigé contre la Russie et son éventuel allié, la France. Mais en cas de conflit armé avec ces deux puissances, l'Allemagne devra se battre sur 2 fronts. Bismarck veut éviter que le jeune empire allemand, qui fait peur à toute l'Europe, se retrouve pris en étau entre la France et la Russie. Une guerre sur les 2 fronts, c'est pour Bismarck ce qu'on appelle le cauchemar des coalitions. Berlin envisage toutes les options, y compris s'allier avec la Russie pour démanteler la fragile Autriche-Hongrie et se la partager. Un scénario qui ne déplairait sûrement pas à Guillaume. Votre Altesse est vraiment très charmante avec mes mains. Et si appliquée. Oui, un vrai Prussien. Prussien, à vos ordres. Laisse-moi ta main. Szerelmes a bal kezembe, uram. Que dis-tu?
Je parlais hongrois. Ah, vous avec vos dialectes. Ruthénie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie. Votre mosaïque de peuple a pourri tous les Balkans et un jour tout sautera comme dans une poudrière. Alors toutes vos provinces allemandes tomberont telles une fille de joie dans les bras de la Prusse. Exactement comme non, toi, ma non, chère. Non. Si. On peut tout à fait imaginer que, dans le cadre très particulier d'une visite dans une maison close, Guillaume se laisse aller et tient des propos qui dépassent les bornes. Quant à votre empereur, il n'aura qu'à aller en Hongrie pour exhiber sa petite couronne. Mais votre Altesse, que dites-vous? Je trouve cela moins charmant. Pas du tout. Qu'importe, j'ai raison. Regardez votre archiduc. Il est intelligent, mais si imbu de sa personne. On dirait mon père. Un enjuivé avide de popularité. Quand on regarde de près les remarques méprisantes que fait Guillaume au sujet de l'archiduc Rodolphe, on est frappé par l'abondance de formules et de préjugés antisémites. Cela nous choque aujourd'hui, parce que ce sont des idées et des paroles agressives et humiliantes. Mais dans les dernières décennies du XIXe siècle, l'antisémitisme était une réalité politique, certes regrettable, mais tout à fait ordinaire. Il faut en tenir compte. Quoi? Il est déjà si tard? Oui, très tard. Rodolphe se voit conforté dans la mauvaise opinion qu'il a de Guillaume, et il lui tourne définitivement le dos. Dans le même temps, il se rapproche de Frédéric et Vicky, connus pour leurs opinions libérales. L'archiduc Rodolphe fonde de grands espoirs sur Frédéric, qui doit succéder à son père comme roi de Prusse et empereur allemand. Frédéric est connu pour adhérer à un courant libéral incarné par son épouse. À l'occasion du 90e anniversaire de l'empereur allemand, Rodolphe se rend à Berlin et s'entretient en privé avec la princesse Vicky. Vous voilà. Quelle joie de trouver un véritable ami en ces lieux. Je vous remercie. J'éprouve la même joie. Venez, je vous prie. Nous avons tant à nous dire. Très volontiers. Vous me faites là un grand honneur. Quand Guillaume voit sa mère faire preuve de tant de sollicitude envers Rodolphe, il doit être blessé à double titre. D'une part, il voit qu'un autre que lui bénéficie de la tendresse et de l'attention de sa mère. Que Rodolphe a droit à tout cela et pas lui. D'autre part, il doit se sentir exclu de l'alliance que forment les deux autres. Pour Guillaume, le règne de son père, secondé par sa mère et peut-être allié à l'archiduc Rodolphe, aurait certainement signifié son isolement politique. Il aurait été écarté du pouvoir un certain temps. Cette perspective ne devait pas le réjouir. Mais le sort va en décider autrement. Guillaume Ier meurt le 9 mars 1888. Frédéric lui succède, mais décède d'un cancer 99 jours plus tard. Guillaume devient donc empereur bien plus tôt qu'il ne l'espérait, le 15 juin 1888. Son premier décret impérial concerne sa mère, et il est terrible. Au moment où l'on abaisse l'étendard impérial pour annoncer la mort de l'empereur Frédéric, des soldats se déploient pour prendre possession du château sur ordre du nouveau Kaiser. Guillaume fait arrêter sa propre mère. Il l'accuse de haute trahison. Selon lui, elle aurait communiqué des documents confidentiels à une puissance étrangère. Cette arrestation n'est que le reflet du manque cruel de confiance entre la mère et le fils à cette période. C'est un geste extrêmement fort. Le fils ôte tout pouvoir à sa mère. Il tranche tout lien personnel avec elle. C'est l'échec de la relation mère-fils.
Par cette démonstration de force, Guillaume signifie que son règne est venu. Mais il est loin d'être un souverain tout-puissant. Dans sa perception de lui-même et de son pouvoir, le Kaiser reste prisonnier d'un modèle néo-absolutiste qui n'est plus du tout adapté à l'époque. Il y a un gouffre entre, d'un côté, ses prétentions et ses revendications, et de l'autre, son pouvoir réel qui est limité par la Constitution. En fait, la rhétorique du pouvoir dont use le Kaiser n'est pas en adéquation avec ses prérogatives. C'est de la poudre aux yeux. La presse conservatrice soutient le jeune monarque, qu'elle présente comme le rempart des chrétiens face aux libéraux. Dans le même temps, elle critique l'archiduc Rodolphe et révèle même sa position anti-allemande. Elle caricature ses idées progressistes. Les journalistes crient au complot juif international. Ils sont les porte-paroles d'une idéologie qui se répand à leur époque. Avec son antisémitisme, Guillaume représentait la majorité de la population. Rodolphe était à contre-courant, avec ses conceptions libérales et anticléricales, et son absence de préjugés. Lorsqu'en août 1888, Rodolphe fête ses 30 ans, il fait le constat de son isolement politique. Sa situation lui paraît sans issue, ce qui a pu peser lourdement sur son moral. Pour couronner le tout, François-Joseph l'envoie, lui si peu incliné aux choses militaires, dans une grande tournée d'inspection de l'infanterie qui le conduit à travers tout l'Empire. L'empereur craint une escalade des tensions avec la Russie. Il a placé ses armées en état d'alerte. En Allemagne, Bismarck a trouvé le moyen de se désolidariser de l'Autriche-Hongrie en cas de conflit. Au mépris de l'accord qui lie les deux pays, il a signé un traité de réassurance avec la Russie. Ce traité secret pose le principe de la neutralité allemande en cas d'attaque autrichienne contre la Russie et de la neutralité russe en cas de guerre entre l'Allemagne et la France. Depuis longtemps déjà, Rodolphe se méfie de l'Allemagne. Il tente de mettre son père en garde dans un mémorandum qu'il rédige sous le pseudonyme de Julius Félix. Il appelle l'empereur à ne plus être sourd aux menaces que représente l'accord avec l'Allemagne et les nationalistes. Il demande que l'Autriche se retire des Balkans pour trouver une paix durable avec la Russie. C'est le seul moyen, selon lui, d'éviter un bain de sang. Rodolphe dénonce des erreurs dans la politique extérieure, voire dans la conduite des affaires et le caractère de l'empereur. Selon moi, ce document exprime surtout son désir de gouverner lui-même. Ce document sera censuré. L'empereur ne le lira jamais. En octobre de la même année, Guillaume II fait sa première visite d'État en Autriche. La population viennoise lui réserve un accueil chaleureux. François-Joseph le reçoit en grande pompe et donne plusieurs soirées en son honneur. D'après la presse, Guillaume est comme en famille à la cour. Mais dans les coulisses, l'ambiance est tendue. On appréhende beaucoup les rencontres de Guillaume et Rodolphe. On a peur de ce qui peut se passer, parce que tout le monde sait qu'ils sont de plus en plus hostiles l'un envers l'autre. Et effectivement, Guillaume va prendre sa revanche sur Rodolphe. Il critique la manière dont l'archiduc inspecte l'infanterie et conseille de lui retirer cette mission. La famille impériale est indignée. L'impératrice Sissi refuse de le rencontrer de nouveau. François-Joseph prend la défense de son fils.
Malgré cela, Rodolphe est profondément touché par la critique qui le rabaisse devant son père. En janvier 1889, Rodolphe songerait au suicide. Guillaume fête ses 30 ans le 27 janvier. À Vienne, l'empereur adresse un télégramme à Rodolphe afin qu'il revête l'uniforme prussien pour l'occasion. Votre Majesté? Ah, vous voilà. L'uniforme. Bien. Parfait. J'ai agi comme vous le souhaitiez. Oui, oui. À plus tard. Papa? Quoi encore? Non. Rien. Bon. Dans ce cas, je vous laisse. Si le père avait fait un geste envers son fils, s'il lui avait montré qu'il l'aimait et qu'il l'acceptait au moins en partie, s'il avait engagé la conversation avec lui, ça aurait sûrement changé des choses. Le père aime son fils et le fils aime et respecte son père. Malgré cela, ils sont pris tous les deux dans un conflit dynastique classique. Il y a d'un côté le père majestueux et lointain, et de l'autre le fils qui a du mal à construire une relation de confiance avec ce père, une relation fondée sur la franchise. Ce sera la dernière rencontre entre Rodolphe et son père. Quelques heures plus tard, l'archiduc se suicide en compagnie de la baronne Marie Vetsera, sa maîtresse âgée de 17 ans seulement. Selon toute vraisemblance, il la tue, puis se tire une balle dans la tête. La nouvelle de la mort de l'archiduc déclenche une onde de choc dans toute l'Europe. La presse ne parle plus que de ça. Les Autrichiens sont ébranlés. La bourse de Vienne vacille. Sur le plan politique, ce drame augure mal de l'avenir de la monarchie danubienne. Sur le plan personnel, il traduit le désespoir de Rodolphe et son désir de se venger de son père. Il a suivi sa propre voie autant qu'il était possible pour lui-même et son entourage, étant donné son caractère. Mais il n'a pas réussi à atteindre son père, pas même par le biais de son intellectualité ou de ses analyses politiques. Le père n'a pas reconnu l'existence du fils. Alors, au moment de se donner la mort, le fils a ignoré son père. Rodolphe a laissé des lettres d'adieu pour tous ses proches, sauf son père. François-Joseph et Guillaume II maintiennent leur accord en cas de guerre. L'Allemagne ne renouvelle pas son traité secret avec la Russie. Quelques années plus tard, la France s'allie à la Russie et à l'Angleterre dans la Triple Entente. Se retrouvant isolée sur le plan diplomatique, l'Allemagne renforce alors ses liens avec l'Autriche-Hongrie. Mais le cauchemar de Bismarck va devenir réalité. Le conflit larvé entre les grandes puissances finit par éclater dans les Balkans. Ancrés dans la loyauté, l'empereur allemand et l'empereur autrichien se précipitent ensemble dans la Première Guerre mondiale. Le conflit va semer la terreur et la destruction en Europe et mènera finalement à l'effondrement de leurs deux empires en 1918. Guillaume II est resté 30 ans au pouvoir. On considère son bilan comme désastreux, même si jusqu'en 1914, son règne est marqué par l'essor démographique et économique de l'Allemagne. Il ne renforce pas l'État constitutionnel. Il ne réussit pas non plus à servir d'intermédiaire entre les différents partis, tant pour les affaires intérieures que les affaires étrangères. Au contraire, il contribue même à exacerber les conflits. Au final, on peut qualifier son règne de désastre.
Ni Guillaume, ni Rodolphe n'ont comblé les espoirs qu'on avait fondés sur eux. Quelque part, l'un comme l'autre sont à contre-courant des mouvements politiques et intellectuels de leur époque. Ils cherchent une connexion avec ces courants, mais ils sont prisonniers de l'idéologie monarchique, ainsi que de leur dynastie et de leur ego démesuré. Rodolphe était un visionnaire, mais il était déchiré intérieurement par son conflit avec son père. Aurait-on pu éviter la Première Guerre mondiale si les princes impériaux avaient su faire la paix entre eux et avec leurs proches? On ne peut que spéculer sur la question.